Bon, parlons de choses sérieuses. Comment tu fais pour te lancer en freelance? Enfin, plutôt, comment tu fais pour réussir ta première année? Eh ben, c'est la question auquel je vais répondre dans cette vidéo. Parce que j'en sais plutôt pas mal sur le sujet, je trouve. Alors aujourd'hui, je suis développeur freelance depuis 7 ans. Depuis 4 ans, je suis développeur React, je travaille avec des startups, des scale-up. Aujourd'hui, j'en vis bien, mais quand je me suis lancé, c'était loin d'être le cas. La première année, je crois que j'ai fait 11K de CA. La deuxième année, j'ai fait 13K. Parce que oui, quand je me suis lancé en tant que développeur freelance, avant, en fait, j'avais été blogueur pro. Sauf que je gagnais pas très bien ma vie. Donc je me suis lancé en tant que développeur freelance, comme ça, comme un cinglé, sans jamais avoir travaillé dans une entreprise avant. Donc la première année, elle a été assez difficile. Et donc on va parler des choses, des erreurs à éviter, des bonnes pratiques, des points vraiment notables que tu veux savoir pour réussir ta première année en freelance et pouvoir continuer ensuite. Alors il faut savoir que la plupart des gens qui sont freelance, en fait, ne gagnent pas super bien leur vie. Hein. Ils arrivent peut-être à vivoter, mais c'est tout. Et ça, c'est la plupart des gens. J'ai pas les statistiques, mais grosso modo, c'est ça. Et tu as peut-être t'as une petite minorité qui sont des gens super bons et qui vivent très bien leur activité et qui, eux, vraiment, n'ont aucun problème à trouver des missions. Ils font un CA de dingue, qui font 100K, des fois qui font plus encore que 100K. Hein. Par où tu commences? Comment tu fais pour te lancer en freelance? Alors déjà, j'ai envie de distinguer 3 cas. Moi, je dirais que tu as 3 types de développeurs. Tu as le développeur qui a peut-être 10 ans d'expérience. Le gars, il est super bon, ou la fille. Il se lance en freelance, il s'est inscrit sur une plateforme, mais c'est bon, déjà, le gars, il poste son profil, 1 heure après, il se fait appeler, et on lui propose une mission, et hop, c'est parti. Il passe un entretien technique, c'est bon, il casse tout, et il est embauché il part pour 2 ans, et c'est parti. Le deuxième cas, c'est le développeur qui a peut-être 3-4 ans d'expérience, donc voilà, qui a quand même une bonne expérience, qui a travaillé dans une entreprise et qui choisit de se lancer en freelance. Il se lance en freelance et grosso modo, même si ça va être peut-être un peu difficile de décrocher ses premières missions, le gars, il va réussir à décrocher une mission longue et grosso modo, il va se mettre en selle et puis pour lui, ça va bien partir pour le freelancing. C'est peut-être ton cas et cette vidéo s'adressera aussi à toi. Et le troisième cas, c'est le développeur junior. Et le développeur qui n'a pas beaucoup d'expérience, voire qui n'a pas du tout d'expérience et qui devrait peut-être pas se lancer là. Et donc ce sont les 2 cas qui vont nous intéresser dans cette vidéo. Alors si tu te lances en freelance en tant que développeur junior, je te le dis, ça va être difficile ta première année. Tu vas devoir prospecter comme un dingue et à la fin d'année, probablement que tu vas pas faire un super CA. Mais l'objectif c'est d'en vivre et en vivre ça me paraît tout à fait possible. Mais dans ce cas-là, tu vas devoir vraiment beaucoup bosser. Tu vas faire beaucoup de prospection, tu vas devoir faire plein de petites missions comme ça, mais si tu es prêt à ça et si tu y arrives, tu seras lancé pour la suite. Alors en plus, si tu habites une ville comme Paris et que tu te lances en tant que développeur junior freelance, ça risque vraiment d'être difficile. Parce que moi, par exemple, je me suis lancé en tant que freelance, en tant que développeur freelance, mais je travaillais toujours avec des entreprises parisiennes. Donc je profitais un peu des salaires de Paris pour vivre avec le niveau de vie d'Avignon en fait. Si tu te lances en tant que développeur junior et que tu habites à Paris, ça doit pas être facile. Alors si tu es développeur junior, c'est pas la peine que je te le dise plus loin dans la vidéo, je te recommande vraiment de commencer par un CDI avant de te lancer en freelance. Ça a vraiment besoin de te faire de l'expérience avant de pouvoir te lancer en freelance, comme ça, de tes propres ailes. Et il faut savoir que ça peut être plus facile de décrocher un CDI quand tu es junior. C'est très à la mode de se lancer en freelance, voilà, il y a plein de juniors, sauf que voilà, c'est les missions qui sont sur le marché, c'est des missions de confirmé ou d'intermédiaire. Alors ça ne veut pas dire que tu ne peux pas réussir avec des petites missions, mais il faut savoir que voilà, quand tu te lances en freelance, quand on parle de freelancing, c'est typé pour des gens qui sont super bons. On cherche des gens qui sont seniors, confirmés, intermédiaires à minima, mais tu peux faire ce qu'on appelle du temp work. Voilà, tu peux faire des petites missions, tu peux vendre tes services directement en direct avec des clients. Alors pour parler de mon expérience en tant que développeur freelance, moi, quand j'ai commencé, je faisais de l'intégration. J'ai commencé vraiment par juste de l'intégration. Après, j'ai rajouté développement WordPress. Et j'étais à 300 € par jour, en fait, quand j'ai commencé. Soit je travaillais avec des agences, soit je travaillais avec des clients particuliers, des gens que j'avais rencontrés de diverses manières sur mon site, en échange sur LinkedIn, voilà, des PME, des toutes petites entreprises. Et donc là, je vendais des forfaits, ou sur Malte. Et donc là, je vendais un forfait. Et donc, je gagnais un petit peu d'argent. Je faisais un CA moyen, mais au moins, voilà, je m'en sortais. Alors la deuxième chose à savoir pour te lancer en freelance, c'est qu'il faut un fonds de sécurité. Il te faut de l'épargne de côté. Moi, je dirais qu'il faut 6 mois de côté,
voire plus en fait. En même temps, si tu bosses pas pendant 6 mois, c'est qu'il y a un problème, quoi. Et aussi, il faut prendre conscience de reconstituer son fonds de sécurité constamment, en fait. C'est pas parce que tu gagnes 6K, voilà, un jour tu fais, un mois tu fais 6K, dans le mois tu fais un super CA, ça y est, tu penses que c'est... Voilà, tu commences à dépenser, tu commences à dire que ça va être pareil le mois prochain, parce qu'en fait, t'es super bon, vraiment, t'étais bon, tu commences à monter en compétence, t'as confiance en toi, et puis ça s'ouvre pendant 3 mois, t'as rien. Donc en fait, il faut toujours reconstituer son fonds de sécurité. Il faut prendre conscience que c'est pas parce que ça a super bien marché à un moment, que ça va encore bien marcher ensuite. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut ne pas fonctionner ensuite. Ça se trouve, voilà, il y a des missions qui tombent, mais en fait, il te manque une petite compétence dans la stack. Quand tu parles de ça en entretien, on te dit que c'est vachement important, et puis tu dis, bah ouais, je le sais pas, bah du coup, la mission se fait pas. Ou alors tu rencontres quelqu'un, le client après il disparaît, ou alors le client, tu lui parles, et en fait, il était pas très au point, puis en fait, tu lui donnes des idées, où il se dit, ah ouais, en fait, je devrais prendre quelqu'un qui est pas tout à fait comme lui, mais comme un autre. Ou alors la mission est annulée. Donc voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles, en fait, ça peut ne pas fonctionner ensuite. Voilà, si tu fais 1 mois ou 2 mois super bien, que tu gagnes, je sais pas moi, tu gagnes 10K, commence pas à partir aux États-Unis, à planifier un road trip, et à te dire qu'ensuite, après, quand tu vas revenir, ça va repartir comme ça. Ça sera pas forcément le cas. Il faut vraiment toujours anticiper longtemps à l'avance avant de faire des trucs comme ça. Donc voilà, pour se lancer en freelance, moi je dirais qu'il faut au moins 6 mois d'épargne. 3 mois, ça me paraît vraiment juste. Que tu sois junior ou même intermédiaire, à 3 mois, c'est vraiment juste parce que ça se trouve, ça va pas bien démarrer. Alors la troisième chose à comprendre quand tu te lances en freelance, c'est qu'il va vraiment te falloir te bouger. Il faut te bouger pour la prospection, pour aller chercher les clients. Tu peux pas ne te contenter de juste mettre ton profil sur Malte et attendre d'avoir une mission qui va tomber. Ça va tomber au bout d'un moment, mais ça peut mettre longtemps, hein. Moi, je me rappelle, ma première mission Malte, je crois, j'ai attendu 10 mois, je crois. Donc, tu vois, ça c'est long. Même si tu as un super CV, c'est pas pour ça que ça va se goupiller d'un coup et que tu vas tout casser. Il faut vraiment se bouger, contacter différents recruteurs, voir avec ceux avec qui ça fit bien. Des fois, ça fit pas avec certains recruteurs. Parfois, c'est pas ton secteur, en fait. Il faut en contacter beaucoup pour prospecter. Il faut un profil Malte, il faut un portfolio, il faut un profil LinkedIn, il faut envoyer des emails, les contacter au téléphone. Il faut vraiment se bouger. Et ça, c'est un truc à bien comprendre. Tu es un entrepreneur, en fait, quand tu es freelance. Quand tu sors de mission, là, tu redeviens un entrepreneur et ça se passe pas toujours bien. Alors si tu es junior, tu vas décrocher des missions courtes, donc tu vas faire des forfaits. Et si tu es quelqu'un qui est plus expérimenté, qui a 3-4 ans d'expérience ou plus, là donc tu vas devoir passer des entretiens. Tu vas passer des entretiens avec le recruteur et ensuite tu as l'entretien technique. Ça se passe toujours comme ça en fait. Et des fois ça fonctionne pas en fait. Ça se trouve, tu étais super bon, mais tu te foires à l'entretien technique, ou alors tu te foires avant, ça, il n'y a pas un bon fit. Il peut y avoir tout un tas de raisons pourquoi ça fonctionne pas. Que voilà, faut se bouger. Quatrième point, quand tu te lances en freelance, il te faut un pitch. Avec qui tu bosses? C'est quoi ta spécialité? C'est quoi ta proposition unique de vente? Comment on fait pour se positionner par rapport à toi? Par exemple, moi mon pitch c'est voilà, je suis développeur depuis 7 ans, depuis 4 ans je suis développeur React, je travaille avec des startups et des scale-up que j'aide à se développer en créant des applications ou des sites web. On voit à qui je bosse, je sais à qui je parle, je sais qui je veux attirer. C'est clair, on sait comment se positionner par rapport à moi. Tu vois, c'est important d'avoir un secteur qui dit avec qui tu travailles. Tu vois, ça paraît tout bête, mais si tu n'as pas cette headline, les gens ne savent pas comment se positionner par rapport à toi. Tu vois, peut-être que tu es développeur créatif et que tu crées des sites animés. Moi, quand je contacte un recruteur, je sais très bien avec qui ça va passer. Je travaille avec des recruteurs qui sont plutôt vraiment typés startup. Avec ça, on comprend tout de suite quel est mon profil, quelle est mon expérience. On comprend très vite par rapport aux headlines et par rapport à mes références, avec qui j'ai bossé, quel est ma type de mentalité. Voilà, ce pitch, il faudra que tu le sortes tout le temps. À chaque fois que tu auras un entretien, avec un recruteur, tu le sortiras. Tu le sortiras sur LinkedIn, sur ton title, tu le sortiras sur Malte, tu le sortiras sur ton CV, tu le sortiras sur ton portfolio, tu le sortiras partout. Alors 5e point pour te lancer en freelance, tout simplement il faut remplir bien tes profils partout. Sur Malte, Comet, sur Crème de la Crème. Et quand je dis remplir bien, c'est vraiment super bien remplir. Voilà, typiquement, voici la formule que je trouve vendeuse, que moi j'utilise partout. C'est introduction courte. Je pense que ça sert à rien de faire une introduction trop longue. Surtout quand tu es sur des plateformes qui a plein de profils, ça sert à rien de faire une description trop longue parce qu'en fait, ils vont pas la lire. C'est mieux de faire une intro courte de 10 lignes. Tu dis à qui tu as bossé, tu dis ce que tu fais, tu expliques dans les grandes lignes tes expériences, ta proposition de valeur unique, un truc très court. Ensuite, liste tes compétences. Quelles sont tes compétences en front, en back, etc. Et ensuite, je te recommande de rajouter un truc, de rajouter les services. Qu'est-ce que tu réalises exactement? Moi, je crée des sites web Gatsby et Next, je développe des API GraphQL, je crée des backends Node et Express, je fais de l'intégration de sites super clean. Et ensuite, voilà, je te recommanderais vraiment de rajouter des démos aussi. Par exemple, tu as une démo de ton application sur Heroku. Comme ça, tu peux les présenter en fait quand tu parles en entretien. Et pour le client, c'est top en fait. Le client, il avait besoin de quelqu'un qui réalise un site Next.js par exemple. Tu lui montres une démo d'un site Next.js, une démo
démo qui fonctionne, que tu as réalisé toi sur un site, sur un hébergement personnel, donc vraiment c'est ta démo, pour lui c'est une preuve immense en fait. Après il s'agit de se mettre d'accord sur le TJM et tout ça, mais ensuite t'es très bien positionné. Sur ton profil aussi, rajoute des visuels de qualité, même je rajouterai des visuels de qualité. Moi voilà, en fait on voit des maquettes vraiment avec des planches, en fait des applications, c'est clean, c'est propre. Alors t'as pas toujours besoin d'avoir ça pour décrocher des missions, hein. Il y a plein de développeurs qui n'ont même pas de profil, qui n'ont pas de portfolio, qui n'ont rien, ils s'en sortent très bien. Mais voilà, si tu te lances, il s'agit de mettre toutes les chances de ton côté, et je te recommande vraiment de mettre des visuels de qualité. Tu prends des mocks PSD, ou par exemple on voit un écran d'un iMac, où tu mets l'application, peut-être tu as plusieurs téléphones, iPhone comme ça à côté, et puis en fait les uns à côté de l'autre, et puis tu mets tes screens d'application, et tu fais un truc propre, bien clean. Bon, il faut savoir aussi que tu as des développeurs freelance en fait, qui n'ont pas de visuel sur leur profil, ou qui ont des visuels tout pourris, d'applications tout pourries, tu te dis comment ils ont pu passer 6 mois dessus, c'est pas possible. Et en fait, ils décrochent plein de missions, hein, ils s'en sortent très bien. Mais bon, voilà, si ça marche, c'est parce que sur leur profil, il y a du texte, ils ont bossé dans plein d'entreprises, ça se trouve, ils ont 6 ans d'expérience, ils ont bossé 2 ans là-bas, 2 ans à cet endroit, 3 ans là-bas, 6 mois là-bas. Si tu es junior, mets même des démos de clones, par exemple, crée un clone Leboncoin, crée un clone Deliveroo par exemple, mets une démo en ligne sur Heroku, mais non seulement la démo, mais en plus les screens, puis ça montrera que tu es quelqu'un qui fait du travail de qualité, et déjà ça donne une bonne impression. Alors ensuite, si tu veux te lancer en freelance, il y a un truc qui me paraît aussi indispensable, c'est d'avoir un réseau LinkedIn. Tu as besoin d'avoir beaucoup de contacts sur LinkedIn. Ça ne veut pas dire forcément que tu décrocheras beaucoup de missions sur LinkedIn. De toute façon, il faut mettre toutes les chances de ton côté. Il faut être présent partout pour se donner toutes les chances d'obtenir des missions de manière régulière en fait. Donc avant de te lancer en freelance, tu devrais peut-être commencer déjà à ajouter des gens, des CTO, des recruteurs, des développeurs. Donc forcément, tu rebondis sur leur actualité pour laisser des commentaires, pour te faire connaître. Ça ne veut pas dire forcément que tu décrocheras beaucoup de missions sur LinkedIn, mais bon, il s'agit de se mettre toutes les chances de son côté en fait, hein, d'être sur toutes les plateformes, Malte, Comet, Crème de la Crème, d'avoir un réseau LinkedIn sur lequel tu peux voir passer des offres de missions de recruteurs. Donc je te recommanderais, avant même de te lancer en freelance, d'ajouter des recruteurs, des CTO, des développeurs forcément. Alors 7e point duquel j'ai envie de te parler, quand tu te lances en freelance, quand vous lancez en freelance, ne faites pas trop les difficiles. La première mission, elle n'est pas forcément facile à décrocher. Si vous avez une opportunité, la mission n'est peut-être pas idéale, mais prenez-la parce que vous ne savez pas quand arrivera la prochaine. Ça se trouve, la prochaine, elle arrive 2 mois après. Surtout si vous avez un profil un peu junior, les opportunités, il n'y en aura pas énormément en fait. Il faut vraiment que tu sois réactif. Voilà, si tu vois l'opportunité qui apparaît sur Malte, ne réponds pas comme ça illico, hein, parce que sinon tu vas faire peur au client. Prends le temps de répondre. Quand tu réponds, il faut être décisif. Tu donnes des exemples concrets, t'expliques exactement ce que tu peux apporter. Voilà, par exemple, s'il y a une lettre de mission à remplir, mais remplis-la super bien, quoi. Parle de tes précédentes expériences, montre des exemples, montre comment tu peux aider à réaliser la mission, mais tout ce que tu as, parce que ça se trouve, ça sera pas assez bon, et ça se trouve, en fait, il y a quelqu'un d'autre qui prendra la mission. Ne pense pas que ça va bien se passer. Quand tu as une opportunité, sois décisif, sois réactif, répondant, et réponds super bien, fais une offre qui soit compétitive. En tout cas, comprendre aussi, c'est que ça sert à rien de mettre un TJM qui est trop bas. Je vois des gens commencer à 200 €, 250 €, et qui, de toute façon, qui restent toute leur vie à 250 €. T'as l'impression que les gars, ça fait 10 ans qu'ils sont à 250 €. Bah, pourquoi? Parce que tout simplement, ils récoltent toujours des missions qui sont pas terribles, en fait, où il n'y a pas besoin d'avoir de grandes compétences. Ils apprennent rien, et vu qu'ils n'ont rien appris, bah, ils ne peuvent jamais monter leur TJM et obtenir des meilleures missions. Sur Malte, ma première mission que j'ai décrochée, j'étais à 400 € je crois, même 450 peut-être, pour faire du développement React. J'avais un profil qui était bien rempli, c'est vrai. J'avais 3-4 exemples de sites web que j'avais réalisé d'intégration en fait, mais je crois que c'était une de mes premières applications React. J'avais juste une application React de personnel en fait, donc c'était pas non plus c'était pas la super référence quoi. Donc ne commence pas trop bas, donne des exemples, et il faut aussi que tu aies un TJM compétitif. Alors ensuite, pour te lancer en freelance, le 8e point, si tu veux te lancer en développeur freelance, bah, c'est d'avoir des exemples à montrer. Si tu es un peu junior encore, tu as vraiment besoin d'avoir des exemples concrets à montrer pour qu'on voit en fait la qualité de ton travail. Ce que je te recommanderais, c'est de créer par exemple des clones comme Leboncoin, comme Deliveroo, que tu peux réaliser en quelques semaines, et de faire un truc super bien designé. C'est plus important de faire un truc super bien designé qu'un code super clean. C'est mieux d'avoir en fait que le visuel soit super bien quoi. Il faut que ce soit léché, que ce soit clean, que ça donne envie, qu'on voit tes standards. Ça va vraiment donner une bonne impression quoi. Tu vois, quand tu te lances en freelance, c'est vachement important d'avoir des démos quoi. Moi, quand je m'en suis lancé, une des premières missions que j'ai décrochées, le client me disait ouais, j'ai besoin de réaliser un site web avec un carte.
panier d'achat en fait. Je disais oui bah voilà en fait ça je l'ai réalisé précédemment, j'ai montré l'exemple, ça m'a permis de décrocher la mission en fait parce qu'on voyait concrètement que je l'avais déjà fait. Donc voilà, mets des exemples concrets de sites que tu as réalisés ou d'applications que tu as réalisées, mets la démo de ton site à toi en fait, comme ça on voit vraiment que tu mens pas, on voit que c'est ton site, c'est ton hébergement. Alors autre point pour quand tu te lances en freelance, le tout bien c'est d'avoir aussi un portfolio. Il y a plein de développeurs qui n'ont pas de portfolio et qui décrochent des super missions, qui gagnent super bien leur vie, mais bon ce sont des super développeurs. Ils ont 5-10 ans d'expérience et donc en fait quand on voit leur CV avec leur liste d'expérience, ça suffit à convaincre. Mais si tu es un petit peu junior, ou même si tu veux mettre tout simplement toutes les chances de ton côté, c'est bien d'avoir un portfolio, c'est bien d'investir dans un petit portfolio, d'investir quelques semaines pour créer un portfolio sur lequel tu vas mettre ta headline, tes compétences, tes services, tes références. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir un portfolio qui est bien designé. Voilà, t'as pas besoin d'avoir un truc super évolué, mais il faut que ça soit super clean. Enfin, un truc minimaliste où en fait c'est focalisé sur la communication, et ça je dis ça surtout, avec des belles typos, bien designés, propres, bien espacés, tout ça. Et ensuite, ce portfolio, tu peux le citer sur tes profils LinkedIn ou sur les plateformes, et peut-être que le client le visitera, et quand il le visitera, en fait, ça sera un plus en fait. Ça change de juste la ligne de texte dans LinkedIn comme tout le monde, ou sur Comet ou sur Malte. Le fait d'avoir un portfolio, ça donne, ça renseigne sur toi en fait. C'est ton personal branding en fait. Il faut savoir qu'aussi avec un portfolio, tu peux directement décrocher des clients. Moi par exemple, quand je m'en suis lancé, une des premières missions que j'ai eues, mon portfolio était bien référencé sur, je crois, développeur WordPress sur Google, j'arrivais en première page, et j'ai une agence qui m'a contacté, et en fait j'ai fait une mission qui a duré 18 jours à 300 € par jour. Voilà, ça m'avait fait 5-6 000 € de chiffre d'affaires dans le mois, et donc j'étais super content quoi. Tu vois, un exemple de portfolio bien designé et facile à faire par exemple, je pense au site Ensemble Ukraine qui a été fait à l'initiative des entrepreneurs pour aider la population en Ukraine. Donc c'est un site, on voit que c'est un site qui a été fait à la va-vite quoi. C'est un site qui a été fait probablement en une demi-journée. C'est très simple. Par contre, c'est clean, c'est propre, c'est pro. La typo est bien, les espacements sont bien, ça communique bien quoi. Moi, si je me lançais en freelance et que je devais créer un portfolio comme ça rapidement, franchement, je prendrais exemple sur ce site-là quoi. Bon, et la dernière chose que je voulais te parler, c'est que si tu veux te lancer en freelance, il faut comprendre que tu vas devoir te battre. Il faut travailler beaucoup pour faire de la prospection. Il faut aller contacter les gens. N'attends pas que forcément les recruteurs viennent à toi. Contacte-les. Si tu ne te relances pas, relance-les. Quand tu remplis des lettres de motivation, remplis-les super bien. Quand tu te positionnes pour une mission et que peut-être que tu n'as pas toutes les compétences qu'on te cite, mais c'est pas grave. Explique tes points forts. Quand le client te parle d'une mission, quand il te parle du besoin, positionne-toi spécifiquement sur le besoin. Ne parle pas d'autre chose. Si tu n'as pas la stack complète qu'on te demande, explique tes points forts. Dis que tu vas baisser ton TJM, tu en parles de tout ça, faut en parler. Il faut comprendre aussi que ce soit face à un recruteur ou face à un client direct, tu vas toujours te vendre, fais une proposition. Si par exemple sur une stack, il te manque une compétence, dis au recruteur que tu n'as pas cette compétence, mais que tu souhaites monter en compétence dessus justement, et que en conséquence, tu vas baisser ton TJM. N'attends pas qu'on te le propose. C'est à toi de proposition de vente. S'il y a des points qui te paraissent des zones d'ombre que tu n'as pas, que personne n'a mentionné, parle-en. En te battant comme ça pour décrocher la mission, ça montre aussi une autre chose. Ça montre que tu as envie de faire la mission. Et donc ça, c'est très important. On a besoin de gens qui sont motivés. Il faut comprendre aussi que parfois tout va bien, ça se passe bien, tu gagnes bien ta vie, tu as les missions, tu décroches facilement les missions, tu montes facilement en compétences, tout va bien, tu as l'impression que c'est super le monde du freelancing. Mais tu as des moments plus difficiles où tu es vraiment tout seul dans ta barque en fait, c'est vraiment toi de tout faire. Donc voilà, se lancer en freelance, c'est pas facile, que tu sois quelqu'un de junior ou même que tu aies plus d'expérience, 3-4 ans d'expérience. C'est pas pour ça que ça sera facile. Il s'agit de créer ton portfolio, tes profils, il faut remplir tes profils, faut poser des candidatures, il faut relancer les gens, il faut passer des entretiens, parfois ça se passe pas bien, parfois tu as des missions qui sont pas vraiment sur ta spécialité, donc tu attends et tu attends longtemps, tu as des périodes qui vont bien, tout va bien, tu as l'impression que ce sera toujours comme ça parce que pourquoi ça se passerait pas autrement, et non, ça se passe pas comme ça. Parfois tu peux te positionner un peu trop à légère sur une mission, tu remplis une lettre de motivation, c'est sur Comet, tu remplis une lettre de motivation sur Comet et en fait tu dis oui, bon, grosso modo, moi je suis fort, il ne faut pas compter forcément sur les autres. Les recruteurs que tu contactes, les business managers que tu contactes, ce sont des gens qui sont salariés. Ils voient plein de freelance passer, ils s'en foutent un peu en fait de toi. Ils s'en foutent de t'embaucher toi ou quelqu'un d'autre en fait. Donc voilà, si tu veux te lancer en tant que développeur, si tu veux te lancer en freelance en tant que développeur junior, ta première année, voire peut-être ta deuxième année seront difficiles, tu vas décrocher que des petites missions, donc tu pourras avoir que ça, des missions longues, tu ne pourras pas les obtenir, puisqu'en fait les missions longues,
c'est des missions où on cherche des gens qui sont soit seniors, soit à minima confirmés ou intermédiaires, des gens qui ont fait leurs preuves. Il n'y a que ces gens-là qui peuvent obtenir ces missions-là. Je te recommanderais plutôt d'essayer de décrocher un CDI. Ça me semble peut-être plus facile de décrocher un CDI dans une entreprise où ils ont besoin d'un junior. Comme ça, au moins, tu peux monter en compétence dans ton métier. En fait, tu peux bosser à côté. Après, si tu as quand même 3-4 ans d'expérience en tant que développeur et que tu veux te lancer en freelance, là aussi, il faut quand même faire les efforts, hein. Il faut se battre, il ne faut pas croire que c'est facile, hein. Et puis même quand ça se passe bien à un moment, tu as des périodes où c'est moins facile, et dans ces périodes-là, tu comprends vraiment que tu es tout seul dans ta barque et qu'il faut vraiment te décarcasser. Si tu es développeur junior, une fois que tu auras passé ce palier, une fois que tu auras quelques expériences à ton actif, une fois que tu as un niveau intermédiaire confirmé, là en fait tout devient plus facile en fait. Tu sens vraiment ce truc en fait, tu changes de ligue en fait. Tu quittes cette ligue de tous les développeurs juniors qui galèrent et tu arrives dans une ligue en fait où c'est plus facile de décrocher des missions, on te prend plus au sérieux. Les recruteurs, voilà, ils vont te proposer des missions longues et tout ça. Tu vas avoir des entretiens, tout sera plus facile en fait. Donc si tu es junior, accroche-toi parce qu'en fait tu n'as pas forcément énormément de temps à attendre. Une fois que tu as 2 ans d'expérience sur React par exemple, ou sur n'importe quoi, sur Vue, sur Angular, que tu as fait tes preuves, tout ça devient plus facile. Voilà, c'est tout pour ces vidéos. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et écoute, je te dis à la prochaine. Et puis moi en fait, je repars prospecter justement. Salut!